Bonjour. Bonjour. Qui en a d'autres à distance? J'avoue que je ne vois pas ici. Véronique Rondel de Brasserie de Bourbon, mais je crois que son... Oui, bonjour à tous, pardon, mon micro Bonjour. était coupé. Bonjour. Je propose qu'on continue le tour de table et d'écran, du coup, avec Sabrina, si tu veux. Sabrina Codeville, donc cabinet conseil vie. Et donc, je vais vous faire une petite présentation justement sur les grands principes fondamentaux de la RSE. Sandrino du Cluster Green, et du coup je vais vous présenter un petit peu le label efficience et le label RSE QVT à La Réunion. Oui, allez. Carole Chekri de Stegheim, la structure s'appelle CLS Praxis. Et je viens cette réunion parce que ça m'intéresse dans le conseil, la prévention de la santé au travail, formation. Et j'interviens autant à la prévention tertiaire, qui parle de consultation individuelle, à de la technologie au travail, la prévention de la on essaye de mettre en place une petite RSE au sein de l'agence et on essaie d'avoir plein de nouvelles idées pour améliorer tout ça. Tu as bien réussi. Ouais. Bonjour, Fanny Pagnandi, je travaille chez Ciclea. On souhaite mettre en place une démarche RSE au sein de notre entreprise, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour avoir une sorte de partage d'idées et prendre ce qui est bon à prendre et l'intégrer chez nous. Ok, bienvenue. Bonjour, Nadia Ternier, Moulin Centre Atlantique, Festival des Pins. Moi, j'accompagne simplement Gladys dans sa belle aventure démarche RSE dans la boulangerie. Avant tout, on est son partenaire Meunier. Ok, voilà. Patrick Hullet, Moulin Centre Atlantique. Donc Dave Gladys, gérante de Baglad Café. Et moi, en fait, j'ai le prix, donc je vous en parlais tout à l'heure. C'est ça. Mais déjà, rien que d'entendre tout ça, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut partager parce que des idées, ça fuse. C'est impressionnant. Donc voilà. Okay. Alors, Marilyn Milbert, secrétaire MEDEF. Voilà, moi, je viens là pour ma culture générale. Très bien. Il en faut aussi. Bonjour. Comme ça. Chaud, heureusement que je me souviens de mon nom. Je suis Léa Muller, je travaille pour l'atelier architecte. Je m'occupe de la partie RSE à l'atelier et un peu de culture générale aussi, ça fait pas mal. Benjamin Richard, société GLI, société de matériel de construction. Voilà, on entame une démarche RSE aussi de notre côté. Donc voilà, très intéressé par cette réunion. Bonjour, Émilie Bardil, entreprise Vie Unique récemment créée. J'ai suivi Femmes et Audacieuses du Moyen cette année. Et en fait, mon activité se porte autour du conseil en stratégie de communication pour les jeunes entreprises et projets engagés. L'objectif, c'est d'amener les jeunes qui sont entreprises du RSE. Donc, m'entraîner moi-même dans cette démarche. Bonjour, Jean-Luc Guilman. Pour ma part, l'avenue aujourd'hui, c'est je fais de la formation initiale sur du master, sur des licences. Je veux intégrer absolument cette démarche RSE, parce que c'est comme ça qu'on fera avancer le monde, à mon avis. Et je travaille aussi en entreprise. Donc l'idée, on a un projet assez ambitieux là, pour le monde économique. Donc l'idée est d'apporter, de mieux connaître la RSE. Bonjour, Mélodie Siriex, MEDEF. Ça, jamais non. Voilà. Culture G. Culture G. Allez, du coup. On est en plein tour de table. Bienvenue. Arrivez déjà. Bonjour à tous, désolé pour ce petit retard. Renaud Bourgeat, de cabinet 3A Conseil. Et Marie Bellet du cabinet 3A Conseil. Magali Magar, Aerostrat. Alors, on laissera se présenter juste après. Elle a l'air occupée. Bienvenue à tous. Donc, je me présente à mon tour. Donc, Yannick Lérezet du cabinet Isodom. Donc, je préside la commission RSE pour le MEDEF Réunion. Également très engagé aux côtés de Sandrino sur le Cluster Green, tout à l'heure. Et donc, tous ceux qui sont venus pour, notamment, dans l'idée de se faire un peu une idée
vraiment cet aspect culture générale de la RSE, bah, sont bien tombés parce que c'est tout à fait l'agenda qu'on s'était donné pour aujourd'hui. En fait, on se disait après l'événement, notamment à l'Assemblée générale, sur lequel on va revenir du coup, qu'il était peut-être temps de prendre un pas de recul et de se dire, mais au final, parce que la RSE, c'est plus que d'actualité, on en entend presque parler tous les jours à la radio, à la télé, dans les journaux et autres, mais au final, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que ça a un référentiel qui est assez large et assez riche, Sabrina y reviendra, et ne serait-ce que de passer en revue un peu tous les enjeux que ça peut couvrir, parce qu'en fonction de vos activités, de vos entreprises, de vos métiers, vous allez être plutôt sur des sujets environnementaux, plutôt sur des sujets sociaux, plutôt sur des thématiques en lien avec les notions d'ancrage territorial, par exemple. Donc l'idée on la remercie du coup Sabrina, ça va être l'idée de son intervention, de rebalayer un peu tout le panorama de ce que peut couvrir la RSE. Donc je ne vais pas en dire plus, parce que sinon je vais vous parler d'ISO 26000, etc. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse intervenir là-dessus. Après, on trouvait intéressant, c'est le sens de la présence de Sandrino, du coup, de regarder un peu en quoi la Réunion peut, et les acteurs du territoire peuvent finalement connaître quelques particularités et spécificités du fait de l'insularité, du fait du tissu économique notamment aussi, et de revenir du coup sur la genèse un peu du label Efficience, qui est une initiative 100% locale et qui vise justement à décliner localement des référentiels qui sont peut-être moins adaptés au territoire quand ils sont pris de manière globale. Donc c'est le sujet autour du label et de ce qu'on a fait autour de la 26000 notamment. Et puis, je ne sais pas si on pourra en dire quelques mots, mais voilà, des entreprises qui ont bien voulu jouer le rôle de cobaye. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce premier retour d'expérience. Et puis un troisième temps, du coup, avec vos interventions sur donc on a 2 lauréats des trophées MBA, donc qui, juste pour le rappeler, c'est important, ne sont pas des labels RSE, ce sont des trophées à l'initiative spécifique du MEDEF, qui ont plus pour raison d'être, pour le coup, de récompenser des initiatives ou des pratiques exemplaires dans les organisations, sans forcément que ça exige une application globale d'une démarche RSE, j'allais dire, dans tous les volets que ça recouvre. Donc on était plus dans l'esprit de mettre en lumière un peu ces pratiques pour, c'est un peu aussi l'idée de vos interventions. Peut-être pour ceux qui s'interrogent encore aujourd'hui et qui peut-être à qui ça fait peur, un label RSE, ça peut, on peut se dire, c'est du boulot, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai les moyens financiers de le faire, etc. Déjà, d'avoir ces premiers retours d'expérience d'acteurs qui ont déjà fait des choses, c'est intéressant. Et c'est aussi un peu dans l'idée de se dire que, donc là, vous avez différents participants, des experts, mais c'est aussi une affaire d'expérience. Au-delà de ce qu'un expert peut vous apporter en termes d'accompagnement, l'idée, c'est aussi que vous puissiez avoir cette opportunité d'échanger entre vous, parce que derrière toute démarche de labellisation RSE, il y a aussi cette logique d'avoir accès à une communauté d'acteurs engagés. Et au final, on se rend compte que les retours d'expérience de ces acteurs-là sont autant aussi riches, si ce n'est plus, que les avis d'experts parfois. En tout cas, moi, c'est une des convictions que je partage, c'est de la RSE très ancrée, très tangible, et qui se décline réellement dans les organisations. Et pas uniquement, même si ça fait partie du jeu, de communiquer, évidemment, parce que c'est aussi l'idée de se différencier, de pouvoir se démarquer de ses concurrents, de gagner en attractivité par rapport par exemple, à la visibilité de l'entreprise en cas de recrutement ou autre. Mais voilà, une fois qu'on a communiqué, il faut que ce soit traduit dans les faits derrière. Et du coup, d'avoir cette opportunité d'échanger avec des gens qui ont réellement fait des choses dans la vraie vie, je trouve que c'est toujours intéressant. Voilà pour le petit mot d'introduction. Audrey, tu voulais te présenter, tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Oui, donc bonjour à tous. Audrey Martin, chargée de mission environnement et développement durable. J'ai intégré l'équipe du MEDEF il y a un peu moins de 3 mois. Et donc, mon rôle pour les mois à venir va essentiellement consister à accompagner les entreprises locales dans leur projet de transition énergétique. Voilà. Et du coup, on a du monde qui s'est pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'autres personnes en salle d'attente. Excusez-nous, on va mettre au milieu les repas que vous servez. Oui, alors vous avez plusieurs plats au choix. Donc vous avez sauté de mine au poulet, boucané brinjelle,
salade vietnamienne au bœuf, salade poulet croustillant et salade poivron merlu. Voilà, donc on mettra à disposition et puis chacun choisira ce qu'il préfère. Voilà. Ouais, super, merci. Pour les personnes qui sont à distance, parce qu'on ne les voit pas. Alors, pour les personnes qui sont en distanciel, donc après chaque intervention, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester en levant la main, du coup via Zoom, voilà, ou en prenant la parole directement, oui, pour qu'on puisse voilà, vous apporter des réponses en direct. Donc, je vais laisser la parole du coup à Sabrina Codeville, qui va nous parler donc, des grands principes de la RSE. Alors, Ouais, je pense que ça Et vous avez pris le poulet peut-être? Ah oui, il y a peut-être. Non, ça c'est bœuf. Ça c'est bœuf. Ça me parle. C'est possible. C'est là, tu veux une salade? Non, non, c'est bon, merci. Non, j'ai dit que merci en fait. non, il y en a encore. Non, c'est pas c'est parfait. ça bien. Oui, Permet si c'est OK au niveau du partage. Ils sont en distanciel, c'est bon, vous avez bien accès à l'écran là? Oui. Très bien. J'ai le petit. Si je vois des personnes qui se connectent, oui, je laisserai rentrer. Est-ce que vous avez signé? Non. Si tout le monde a eu son repas, on peut se lancer. Donc bonjour tout le monde. C'était intéressant de voir un peu les attentes de chacun autour de la table. Donc effectivement, je vais rester sur les principes de la RSE. On n'a pas forcément le temps de rentrer dans le détail de toute la démarche. Et Sandrino pourra vous apporter justement concrètement comment est-ce qu'à travers le label, les entreprises prennent en compte ces préoccupations sociétales, sociales, environnementaux, et on verra par justement les témoignages, on rentrera encore plus dans le détail des bonnes pratiques. Donc, comment va s'articuler cette présentation?
Donc on va aborder un petit peu les généralités et pour vous permettre de manger en même temps et que ce soit plutôt participatif, on va plutôt commencer par un petit quiz parce que l'intérêt c'est de vous entendre aussi dessus. Donc on aura un petit quiz pour sortir des sentiers battus et des idées reçues. On va aborder ensuite les grands principes de la RSE et là plus sous une vision en fait de la norme internationale ISO 26000. Donc c'est le référentiel international. Donc je pense que c'est important de partir de la base, on va dire. Et on fera un petit focus réglementaire parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent justement sur la partie réglementaire depuis, on va dire, 2-3 ans. Et je vous laisserai la parole si vous avez des questions, besoin d'informations, etc. Je pense que c'est c'est la fenêtre. Diapo. Oui, c'est ce qu'on a vu. Le reste de l'entreprise fait partie du bien-être. Pas beaucoup, mais... On va juste croquer dedans. C'est bon. Ouais, nickel. Il ne faut pas aller plus loin. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Donc, première petite question. Quelle serait la définition la plus juste? C'est important, la plus juste d'après vous, de la RSE. La dernière, oui. Pour les personnes qui sont à distance, vous pouvez aussi participer. On ne vous a pas oublié. On gagne quoi? Ah, ça c'est après. Le dessert et le café. Est-ce qu'il y aurait d'autres réponses? Je dirais la B aussi, mais pas la B. Il y a la D aussi. La C, la D. Je pense qu'il y a un piège dans la question. Toutes les réponses, en fait. Ah oui, il peut y avoir plusieurs réponses aussi, tout à fait, j'ai oublié de le dire. Ça y est. Donc je pense que j'ai entendu B et D.
Excusez-moi, je suis désolée. Moi, à distance, je ne sais pas si je suis la seule, mais je ne vois pas la question s'afficher à l'écran. Vous ne pourrez pas gagner le repas. Est-ce que c'est mieux pour vous à distance? Vous voyez l'écran? Non, enfin, je vois toujours la présentation, mais pas sur la bonne slide et pas en mode plein écran. Je vois la slide de titre. Voilà, alors là, je vois la bonne slide, pas en plein écran. Mais du coup, je crois que je vois la réponse aussi. Pareil de mon côté également. Le diapo. Est-ce que vous pouvez peut-être fermer le PowerPoint et le reprendre ouais, peut-être. je pense. Parce que comme j'ai l'impression qu'il y a je peux Oui, c'est ça. Voilà, là, je pense que ça peut marcher parce que je vois qu'un seul écran. Ouais. Ça ligne normalement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que là, ceux qui sont en distanciel, voyez bien la bonne slide du coup à l'écran? De mon côté, c'est bon. D'accord. Okay, merci. Merci. L'intérêt qu'il a à partir de la sur un projet, je ne sais pas forcément. Est-ce que vous voyez toujours à distance? C'est bon. Désolée pour le petit bug. Donc, effectivement, alors juste pour répondre à cette première question du quiz, effectivement, c'est comment est-ce que les entreprises prennent en compte dans leur responsabilité les impacts des décisions et de leur activité, tout en intégrant en fait des comportements éthiques et transparents. Et c'est ce qui va permettre de répondre justement aux enjeux. C'est le fait de prendre en considération l'impact de leurs décisions et de leur activité vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de l'écosystème au sens large, qui va permettre de contribuer aux enjeux du développement durable. Donc, effectivement, on peut croire aussi que ça la réponse B, ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est cette prise en compte qui permet de répondre aux enjeux du développement durable. Donc, prochaine question. Donc, est-ce que pour vous, la RSE est une approche éthique, volontaire et légale? Éthique et légal, Suivant la taille de l'entreprise. En fonction de Suivant la la taille taille de de l'entreprise, c'est ça?
Sur la taille d'entreprise, petite entreprise, c'est volontaire. Les multinationales CAC 40, c'est légal. Oui, effectivement. Alors là, c'est volontaire. Il y a quelques années, quand on avait lancé le référentiel, la norme ISO 26000, c'était complètement une démarche volontaire. Il y avait très peu de cadres réglementaires en fait, à la mise en place d'une démarche RSE. On verra plus loin qu'au-delà de la démarche volontaire, ça devient ça rentre de plus en plus dans une approche légale. On verra tout à l'heure justement les différentes directives, même les différentes directives européennes qui arrivent sur les exigences réglementaires qui vont accompagner. Et effectivement, aujourd'hui, que ce soit à travers la loi Pacte ou même au travers du reporting RSE, il y avait déjà un cadre réglementaire, mais qui concernait certaines entreprises uniquement. Sauf qu'à travers la loi Pacte, on va voir qu'il n'y a plus d'exigence de taille. Ça concerne toutes les entreprises. Pas pour le reporting, mais pour certaines choses qu'on verra tout à l'heure, justement. Donc, c'est effectivement une approche volontaire dès lors qu'on intègre des préoccupations sociales, sociétales, environnementales qui sortent des exigences réglementaires de l'entreprise. Effectivement, le respect de la loi, c'est le minimum quand on s'engage dans une démarche RSE. Et c'est la démarche volontaire, c'est aller au-delà, de mettre en place des pratiques qui vont au-delà de ce que demande la réglementation. C'est en ça surtout qu'on dit que c'est une démarche tout à fait volontaire. Les ODD, donc les objectifs développement durable, qui sont concernés selon vous par les ODD? Tout cela. Et Monsieur disait tout. Ouais, moi, je me dis, ça n'a pas de sens, sinon ce n'est pas collectif. Donc, effectivement, les ODD, tout le monde est concerné. Réponse. Et même, alors, je n'ai pas tout énuméré, mais ça va même au-delà des entreprises et des collectivités locales, ça va aux structures associatives aussi. Donc, les ODD, juste pour rappel, c'est les objectifs de développement durable de l'ONU, donc adoptés depuis 2015. Donc, on a 17 objectifs. Donc, je vous ai mis là, ça va en fait, ça va au-delà d'une démarche RSE qu'une entreprise peut mettre en place. C'est pour ça que ça concerne en fait les collectivités. Beaucoup de collectivités s'engagent aujourd'hui dans les objectifs de développement durable. Des entreprises aussi peuvent construire en fait leurs propositions de valeur sur la base des ODD. Donc, et ce qui était important aujourd'hui à travers cette question, c'est de vous montrer que de plus en plus, la réglementation tend en fait à contraindre de manière très favorable justement les investisseurs à intégrer des critères justement de l'ODD dans leur choix. En fait. Donc, ça répond à toutes les discussions qu'on a sur l'investissement à impact. Donc, il y a des investisseurs, des banques qui vont vous transmettre, par exemple, un référentiel propre à eux, mais avec des critères propres aux ODD. Et justement, vous demander aux entreprises comment est-ce que vous contribuez à réduire la pauvreté au sein de votre territoire, comment est-ce que vous contribuez à l'eau propre et l'assainissement pour les populations vulnérables, ça peut être aussi pour les populations vulnérables, donc l'industrie, les inégalités, la vie aquatique, donc la paix, la justice. Donc voilà, donc là c'est vraiment, on va dire que c'est une démarche très globale et qui prend en compte l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise et même au-delà, c'est en fait là où l'entreprise intervient, dans toutes les juridictions où l'entreprise intervient. Est-ce que pour l'ONU, il y a quand même des axes prioritaires là-dedans Non, l'axe prioritaire, c'est en fait l'organisation qui détermine en fonction de ses enjeux et des enjeux de son activité et des impacts de ses activités en fait. On continue
Donc là, c'est quelques petites questions juste pour susciter un petit peu l'interrogation et justement pour casser les idées reçues. Les données, en fait, ont été prises d'une étude réalisée en 2019 par BPI France. Il y avait un panel de 1200, 1300 entreprises au niveau national qui ont permis en fait de sortir du coup les analyses que du coup j'ai extrait sous forme de questions. Et en fait, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les dirigeants sont plutôt favorables ou hostiles à la thématique, à l'engagement RSE aujourd'hui? Comment vous sentez Je dirais favorable. Il y a une différence entre être favorable et mettre en train. Ils peuvent être favorables, mais de là à passer le pas et à s'engager dans la démarche, ça peut être tout à fait un décalage. C'est en fonction des moyens dont chaque entreprise dispose. Donc oui, alors oui, ils sont plutôt favorables, donc faux. Les entreprises ne sont pas hostiles à la RSE. Donc 75% justement des entreprises, comme Magali a précisé, c'est qu'ils sont favorables à mettre en place des bonnes pratiques, à même s'engager dans une démarche RSE, mais de là à sauter le cap et avoir une démarche structurée. Donc, c'est toute en fait la différence et le besoin aujourd'hui des entreprises à avoir un petit peu des balises qui leur permettent de s'engager dans une démarche un petit peu plus structurée. Est-ce que vous pensez que le degré d'engagement croît avec la taille de l'entreprise? Non. C'est l'inverse, non? Je te sens sceptique. Alors l'étude montre sur les 1300 entreprises qu'effectivement, il y avait des PME et des entreprises de taille intermédiaire, qu'effectivement, l'engagement a tendance à croître avec la taille de l'entreprise, tout simplement parce que c'est les moyens dont l'entreprise dispose en interne pour construire sa démarche et en faire un projet d'entreprise. Donc, souvent, dans les plus grandes entreprises, il y a une personne qui peut être dédiée à ça, où il y a une responsable QSE, RSE, HSE, qui devient indirectement le référent RSE. Donc, et ce qui ressort aussi de l'étude, c'est que les entreprises attendent d'avoir une bonne situation financière avant de s'engager dans une démarche RSE. Donc, c'est ce qui fait que souvent, c'est les entreprises les plus, on va dire, de taille plus importante et qui sont souvent aussi propulsées et poussées par des exigences réglementaires, tout simplement, et qui ont tendance à anticiper le virage qu'on va tous devoir entreprendre, à intégrer justement les enjeux systématiques de développement durable dans nos activités économiques. Donc, ce qui fait que c'est forcément les entreprises qui sont un petit peu de taille plus importante qui s'engagent plus facilement. Les jeunes dirigeants sont les plus engagés dans une démarche RSE. Et puis, le complément de la question, c'est oui, privilégié et privilégié. Oui, tout à fait. Oui. Souvent, chez les jeunes, prend le pas sur le S. Oui. Et bien voilà, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue. C'est alors, pardon. Donc il n'y a pas de. J'assume. Hein. Voilà. En tout cas, il n'y a pas eu de lien générationnel prouvé entre les entreprises qui s'engagent dans une démarche et, on va dire, l'âge du dirigeant. Et ce qui montre à l'inverse, c'est que c'est les dirigeants les plus matures qui s'engagent plus rapidement sur le pilier environnemental.
Encore une fois, je pense qu'il y a un lien aussi réglementaire par rapport à une forte réglementation environnementale, on va dire, ces 10 dernières années. Et voilà, il n'y a pas eu de grands marques pour montrer qu'il y a un lien générationnel. Dit jeune dirigeant, c'est aussi jeune entreprise ou... Oui, alors là, c'était plus, on va dire, l'âge des dirigeants. Est-ce que vous pensez que l'argument de rentabilité est un argument efficace pour faire passer le cap à une entreprise, justement, et s'engager dans une démarche RSE? Non, moi, je pense que d'autres arguments, peut-être pas sur le principe. C'est que ça leur apportera des coûts. C'est un poste de charge plutôt qu'autre chose. Alors, tout à fait. Ce n'est pas du tout l'argument qui fait basculer les entreprises à se lancer dans une démarche RSE. Au contraire, la plupart, alors je ne me rappelle plus, je crois que ça doit être 70% des entreprises interrogées pensent justement qu'ils vont vers un investissement pour la création de valeur. Mais ils n'attendent pas et ils ne pensent pas à l'argument rentabilité. Et une bonne partie des entreprises ne pensent même pas que ça va leur apporter un gain économique. Voilà, c'est plus un positionnement en termes de valeur et aussi en termes de contraintes réglementaires. À chaque fois, vous voyez, la contrainte réglementaire revient. Et je pense que justement, c'est pour ça que la réglementation bouge énormément, parce qu'on a vu que c'était un levier fort pour les entreprises pour leur permettre de sauter le cap. Donc voilà, il y avait des bonnes réponses dans l'Assemblée. J'espère que ça vous a permis quand même de manger. Ça ne vous a pas coupé l'appétit. Donc, on va aborder les grands principes. Donc, c'était important de parler de ces principes fondamentaux. J'ai fait une extraction en fait de la norme ISO 26000, tout simplement, parce qu'on en parle peu en fait. On en parle peu de ces grands principes, et même les entreprises qui s'engagent dans une démarche RSE ne sont pas forcément au fait de ces grands principes. Et en fait, ces grands principes dans la norme se traduisent en ligne directrice par la suite. En fait. Donc, c'est pour ça que c'était important de les aborder aujourd'hui. Si, surtout dans l'Assemblée, il y avait des personnes qui souhaitent justement s'engager et construire quelque chose de solide, de pérenne, en fait, et sur des fondations solides. Donc, on va retrouver les 7 grands principes fondamentaux. Donc, on a la redevabilité. Donc, quand la norme a été construite et mise en place en 2010, ce terme redevabilité a suscité énormément de débats pour qu'est-ce que ça implique derrière. Et il y a eu justement énormément de débats sur le terme juste. Et c'est un point important justement de la RSE, c'est comment est-ce que l'entreprise va rendre compte de ses impacts, alors positifs ou négatifs, et comment est-ce que l'entreprise va répondre de ces impacts. Donc, il y a 2 notions importantes. Donc, comment est-ce qu'il va rendre compte donc, à ses parties prenantes, et comment est-ce qu'il va répondre justement à ces impacts négatifs ou positifs, les 2. Donc, dans la notion de rendre compte, il y a les deux impacts positifs et négatifs. Donc, ça, c'est vraiment le point le plus... dans tout ce qu'on va voir, c'est un point qui, j'ai envie de dire, transverse, parce qu'on va le recouper avec dialogue des parties prenantes, avec droits de l'homme, etc. Et en lien fort avec la transparence. Parce que justement, c'est ce principe de redevabilité qui va contribuer à la transparence de l'entreprise. Donc, transparence, encore une fois, comment est-ce que l'entreprise va communiquer, du coup. Donc, on n'est pas du tout sur la redevabilité. La redevabilité est encore différente.
c'est pareil, je prends un exemple, c'est il y a une pollution accidentelle, c'est comment est-ce que l'entreprise va rendre compte et en même temps répondre de ce qui s'est passé. Donc là, c'est sa notion de redevabilité. Et après, on a cette notion de transparence qui, là, c'est plus comment est-ce que l'entreprise va communiquer et va faire le reporting des indicateurs qu'il a choisis, etc. Donc, il y a une petite nuance quand même, mais en même temps, la notion de redevabilité contribue à la transparence aussi. Donc, point important sur la transparence, souvent, les entreprises disent, bon, moi, je n'ai pas envie de communiquer sur tout. Effectivement, cette notion de transparence, elle est encadrée. Vous, vis-à-vis de vos parties prenantes, de votre sphère d'influence ou pas, vous pouvez communiquer ou pas sur certains de vos indicateurs. Pareil, vous n'êtes pas obligé de communiquer sur des indicateurs stratégiques ou qui vont pouvoir comporter des données sur votre activité industrielle ou autre. Donc voilà, c'est très important cette notion de transparence aussi, c'est une transparence encadrée et avec des choix de parties prenantes. C'est pour ça, encore une fois, il y a un lien avec l'autre principe qui est le dialogue avec les parties prenantes. C'est pour ça que quand vous allez vous engager la première fois dans une démarche RSE, le travail qu'on fait avec vous, c'est comment est-ce qu'on va cartographier vos parties prenantes. C'est souvent comme ça qu'on engage la première étape de dessiner, de construire votre démarche RSE. On va cartographier votre partie prenante pour justement vous aider, vous encourager à mettre en place des outils de dialogue performants qui vont vous permettre aussi d'aller et d'alimenter ce principe de transparence. Parce qu'on est là sur un principe encadré et on communique en fonction des sphères qu'on va établir de parties prenantes. Donc voilà, donc on a la notion éthique, c'est-à-dire que comment est-ce que dans les bonnes pratiques de mes affaires, je vais construire un comportement honnête, intègre et éthique. Voilà. Et la notion de légalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, une démarche RSE est une démarche volontaire dès lors que en fait, toutes mes obligations juridiques, toutes les obligations juridiques de l'entreprise est prise en compte. Donc là, on a comment est-ce que l'entreprise se conforme à toutes les exigences réglementaires et dans toutes les juridictions où elle opère. Donc ça, c'est très important aussi. On a un point très important, c'est un travail qu'on mène, c'est une des premières phases qu'on mène avec une entreprise quand on lance sa démarche RSE, c'est comment est-ce qu'on va construire le dialogue avec les parties prenantes et comment est-ce qu'on va cartographier les parties prenantes et comment surtout on va assurer qu'à tout moment de la vie de l'entreprise, on prend en compte les intérêts, non seulement les intérêts, mais les attentes de mes parties prenantes. Et après, donc ça va de soi, mais ça fait partie des principes aussi pour qu'on n'oublie pas, donc le respect des droits de l'homme et le respect des normes internationales de comportement. Voilà, c'est ce que vous allez retrouver dans la norme ISO 26000 et c'est ce que vous allez retrouver indirectement. Donc, je fais le lien aussi parce que je ne sais pas si Sandrino aura la possibilité de rentrer dans le détail, mais c'est ce que vous allez retrouver aussi dans la norme, dans le label efficience, parce que le label efficience repose en fait justement sur le référentiel ISO 26000. Donc, un petit focus réglementaire, justement, étant donné qu'il y a énormément de choses qui bougent en ce moment. Donc, vous avez sûrement entendu parler de la loi Pacte. Et aujourd'hui, je fais un focus que sur les 3 mesures qui nous concernent, nous, entreprises. La loi Pacte liée à la RSE va au-delà de ces 3 mesures. Il y a même une mesure sur comment est-ce qu'on va encadrer les labels, en fait, et comment est-ce qu'on va les évaluer. Mais les 3 mesures qui nous concernent aujourd'hui, alors, sur ces 3 mesures, il y a une mesure obligatoire et 2 mesures volontaires. Donc, la première mesure, c'est comment est-ce que l'entreprise va prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans le cadre de sa mission économique. Donc, une petite extraction. Donc, le Code civil, aujourd'hui, l'article 1833 précise désormais
que la société, en plus d'avoir un objet licite et d'être constituée dans l'intérêt de ses actionnaires, doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, les entreprises, normalement, doivent appliquer. Donc, qui est concerné? Toutes les sociétés, peu importe la taille. Et comment est-ce que ça va se traduire et comment est-ce que ça doit se traduire dans les entreprises? C'est que déjà, les entreprises doivent avoir fait une identification des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux par rapport à leur activité, par rapport à leur cœur de métier. Et une fois cette identification, comment est-ce que du coup, ils prennent en compte ces enjeux clairement sous forme d'action ou dans leur stratégie? Comment est-ce que ces enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux sont intégrés dans la stratégie même de l'entreprise? Donc ça concerne toute entreprise, peu importe la taille, peu importe la structure juridique. Les deux autres mesures sont des mesures volontaires. Donc, c'est la raison d'être de l'entreprise où désormais, en fait, toute entreprise peut intégrer dans ses statuts donc, cette notion de raison d'être sur une base tout à fait volontaire. Et donc là, pareil, toutes les entreprises sont concernées sans taille, sans spécificité en termes de structure juridique non plus. Et vous avez sûrement entendu le terme de société à mission dont on parle de plus en plus, donc introduite justement à travers la loi Pacte, qui apporte une définition claire sur ce que c'est la société à mission et qui constitue aussi une approche complètement volontaire pour les entreprises. Là, c'est vraiment les sociétés qui sont soumises au droit du commerce, en fait, qui sont concernées par cette mesure, les sociétés d'assurance, les mutuelles, les coopératives, etc. Donc là, pareil, c'est une intégration dans les statuts de l'entreprise. Ça va un petit peu au-delà de l'intégration dans le statut de l'entreprise. Il peut y avoir une vérification aussi pour voir concrètement donc, et une évaluation. Oui. Comment s'intègre la raison d'être par rapport à l'objet social? Alors, la raison d'être, on est un peu, c'est à cheval avec ce qu'on appelle la société à mission. C'est vous allez donner un petit peu le sens de l'entreprise, le sens que vous souhaitez donner en termes de mission à l'entreprise. Et vous allez l'intégrer dans vos statuts. Décliner après, alors ça ne reste pas que niveau intégration dans les statuts. Après, l'entreprise peut le décliner concrètement dans la stratégie, dans la politique de l'entreprise, dans sa création de valeur, etc. Dans les statuts? Oui, dans les statuts. À part en termes de biais social, parce que souvent dans le biais social, on trouve… je pense que c'est une partie à part. Oui, à part. Oui. Il y a une date pour changer les statuts? Là, c'est sur une base volontaire. Cette mesure est sur une base complètement volontaire. C'est la première mesure, intégrer les enjeux, par contre, sociaux et environnementaux. Ça, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Mais intégrer la raison d'être dans les statuts, ça reste sur une base volontaire, pour le moment. Autre point de la réglementation, donc ça remonte par rapport à la loi Grenelle 2 notamment. Donc c'est le reporting RSE, donc on va parler de reporting de données extra-financières, reporting RSE, rapport RSE, donc voilà, donc rapport développement durable. Et chez les plus grosses entreprises, souvent rattachées à des groupes, on va parler de DPEF, donc déclaration de performance extra-financière. Donc, c'est tous les termes que vous allez retrouver et on commence même à avoir rapport ESR, donc rapport environnement, social et gouvernance. Donc là, il y a 3 groupes d'entreprises qui sont concernés par le reporting RSE, donc les sociétés anonymes ou les sociétés commanditées par les actions, sociétés européennes aussi, avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. C'est aussi les sociétés qui emploient plus de 500 salariés avec un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros ou un bilan financier qui est supérieur à 20 millions d'euros. Et les entreprises non cotées, parce qu'à un moment donné, on pensait que c'était essentiellement les entreprises cotées qui devaient faire le reporting RSE. C'est les entreprises non cotées de plus de 500 salariés avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros.
Alors, comment se traduit en fait ce reporting RSE? On se base sur 3 en fait piliers, donc le pilier social, sociétal, environnemental. Quand je vous enverrai en fait, alors je pense que Audrey va vous envoyer le PowerPoint, il y aura un petit slide justement avec tous les sujets que vous pouvez aborder dans le pilier social, sociétal et environnemental. Donc, je vous ai mis un petit peu tous les points que vous pouvez aborder et les indicateurs aussi qui suivent en fait ce reporting RSE. Donc, c'est un document qui doit être établi annuellement. Et là, par contre, c'est un document qui est accessible à toutes les parties prenantes. Donc, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur la notion de transparence où on va faire une communication, on va communiquer sur ses impacts, mais en fonction de ce que vous avez déterminé, votre sphère d'influence, là, c'est un rapport. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi aux informations qu'on va mettre dedans. Et les informations sont plutôt cadrées, en fait, dans le reporting DPEF. Il y a des modèles de rapport qui existent. Et donc là, ça doit être un rapport qui doit être accessible à l'ensemble de vos parties prenantes. Et dernier point que je trouvais important d'aborder, parce que ça, c'est sur quoi on tend. Hein. Et donc, ça, c'est la directive européenne. Donc, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Et donc, là, ils ont abaissé les seuils. Ils vont abaisser les seuils. Donc, il y a des outils aujourd'hui, justement, pour préparer. Je vous l'ai mis dans le prochain slide. En fait, seront concernés par le reporting RSE toutes les entreprises supérieures à 250 salariés à partir de 2023. Ce qui fait que avec cette directive, on va faire x4 le nombre d'entreprises qui sont concernées par le reporting RSE, tout simplement, en fait, au niveau national. C'est une directive européenne, donc c'est toute entreprise française et européenne, ou toute entreprise qui sont cotées sur les marchés européens, tout simplement. Ça entre en application à partir de 2023 et c'est un reporting de données extra-financières, ce que font certaines entreprises déjà aujourd'hui, sur les impacts environnementaux, leurs pratiques, etc. Donc, je vous ai mis notamment, vous allez avoir quelques liens intéressants sur lesquels vous allez pouvoir naviguer. Et sur le dernier lien, donc impact.gouv.fr, il y a un petit outil justement pour initier les entreprises parce que en fait, à travers cette directive, vous allez devoir faire un reporting sur énormément d'indicateurs. Donc, à travers l'outil, vous allez pouvoir vous exercer déjà à avoir les indicateurs, à capitaliser, à commencer à mettre en place peut-être des outils en interne, etc., si vous êtes concerné par cette directive. Donc c'est intéressant de le regarder. Et justement, Sandrino vous parlera d'indicateurs aussi, parce qu'à travers le label, on n'a pas à rougir, parce qu'il y a pareil une cinquantaine d'indicateurs qui vous est proposé pour vous accompagner dans votre démarche. Et là, à travers le CSRD, il y a aussi une cinquantaine d'indicateurs qui sont proposés aux entreprises. Donc, voilà, donc ces petits liens vous seront transmis par Audrey à travers le PowerPoint. S'il y a des questions, je regarde un petit côté. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui sont en distanciel, du coup, Sabrina? Côté RSMA, ça va, merci. Parfait. Alors dans ce cas-là, je propose de donner la parole à Sandrino qui va donc présenter le label efficience. Expliquer le fait que la 26 ne soit pas certifiante et que du coup, c'est ce qui explique aussi ces logiques de label en fait, qui viennent mesurer une maturité plus qu'accorder une certification. Oui, tout à fait. En fait, la norme ISO 26000, donc c'est une, contrairement à ce qu'on connaît plus communément, l'ISO 9001, l'ISO 14001, on a un certificat. Donc là, étant donné que la RSE reste sur une démarche, quand le label a été en fait construite, la démarche RSE était restée une démarche complètement volontaire. On n'avait pas
toutes ces obligations réglementaires. Donc, du coup, ce n'est pas un certificat qu'on vous délivrait. En fait, on appelait ça plutôt une évaluation de la maturité. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi au travers le label efficience. En fait, on ne va pas mesurer des points c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est plus, on va mesurer votre niveau de maturité dans votre démarche. Donc, bonjour à tous, moi c'est Sandrino, je suis référent RSE et développement durable au Cluster Green. Et donc, je remercie Yannick Bérézé et Audrey pour cette invitation-là. Nous, on est une petite association et c'est à travers ce genre d'action que ça nous permet un petit peu de communiquer un petit peu plus sur le Cluster Green. D'ailleurs, juste pour commencer, je voudrais faire un petit sondage. Parmi vous, qui connaît le Cluster Green et le label efficience? Ah, oui, Magali. D'accord. Okay. On a quand même beaucoup d'actions à mettre en place sur la communication, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, pour commencer, je vais vous présenter le Cluster Green parce que le label efficience, c'est un label privé qui est à la propriété du Cluster Green et qu'on met à disposition des entreprises du territoire réunionnais. Donc, vous allez rire. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, nous, on est une association présidée par Fabrice Ami qui travaille pour Aqualo. On est, par rapport à la gouvernance, il y a 3 présidents, vice-présidents, donc sur la RSE, la transition énergétique et l'économie circulaire. Donc, Yannick Bérézé qui est aussi vice-président en charge de la RSE. On a une vice-présidente en charge de la transition énergétique, qui est dans le groupe Renault, et aussi l'économie circulaire à travers Synergie Pays. Sabrina, qui est notre secrétaire générale. Non, secrétaire, excuse-moi. Et Johnny Loyen, qui est trésorier. Donc, en fait, le Clustering, c'est une association. S'il vous plaît. C'est juste qu'on ne voit pas les images défiler à l'écran quand on est à distance. Vous voyez, du coup, c'est bon? Vous voyez la partie équipe permanente et conseil d'administration? Oui, oui. C'est parfait, merci. Oui, c'est bon, merci. D'accord. C'est bon pour moi. Super. Au niveau de l'équipe permanente, donc, il y a ma directrice générale qui est Valérie Chaud-Pigmo. Et de manière opérationnelle, il y a Stéphanie et moi. Donc, actuellement, Stéphanie, elle s'occupe de la communication et des relations entreprises, mais elle est en congé maternité. Voilà. Concernant le Cluster Green, plus précisément, donc, on a été lancé par le SICR en 2011. Comment ça a été créé? Donc, le SICR, qui est un syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion, a pris une tournure sur l'environnement en intégrant les filières REP. Et donc, ces entreprises qui étaient dans les filières REP ont souhaité aller un petit peu plus que le cadre légal de l'environnement et a voulu donc s'organiser sous forme de cluster, de groupe d'entreprises qui va échanger sur tout ce qui est économie circulaire et développement durable. Donc, en 2011, notre l'idée du Cluster Green, c'était vraiment l'économie circulaire et le développement durable. Donc, ce qui en suit, c'est en 2016 et en 2017, on a mené plusieurs forums, des forums sur les éco-entreprises, sur tout ce qui est aussi comment rendre la Réunion un peu plus durable. Et de 2017 à 2018, on a créé le label Efficience. Donc, c'est un label qui a été co-construit avec l'ADEME, la région, la RACT, la DEX, ex-DIET, voilà. Et vraiment, en fait, pour caractériser le Cluster Green, c'est que on est une association qui regroupe des entreprises qui partagent les mêmes valeurs, qui souhaitent faire en sorte que la Réunion
aille vers et devienne une île un peu plus durable. Donc, dans nos valeurs, il y a la co-construction, parce qu'on co-construit un petit peu tous les grands projets qu'on a menés. Il y a la co-construction, il y a les partages de valeurs, partage de connaissances, et aussi depuis 2017, donc l'efficience, parce qu'on souhaite aussi aller un petit peu plus vers la RSE et QVT, et on a créé cet outil-là que je vais vous présenter un peu plus. À partir de 2017, donc on a pris une tournure, à partir de 2017 à 2018, on a pris une tournure avec le label Efficience, car toutes les animations qu'on a menées tournent autour des 5 piliers du label. Donc les piliers qui sont la qualité de vie au travail, le progrès environnemental, la gouvernance et stratégie RSE, la production et consommation durable, et l'attractivité et l'ancrage territorial. Donc, je vous préviens tout de suite, ce sont des termes que vous allez entendre très souvent durant ma présentation. Par rapport à nos axes de travail, donc le Cluster Green, c'est surtout un endroit où les entreprises peuvent échanger, travailler ensemble, se former. Donc, notre objectif, c'est de créer cette synergie-là à travers des rencontres informelles ou plus ou moins formelles, donc notamment sur des matinées d'information où on essaie de vulgariser les thématiques de la RSE et de la QVT, des after-work et branch-work, parce que c'est important pour nous aussi le networking et les échanges entre adhérents, et les vidéos promotionnelles un petit peu pour mettre en avant les bonnes pratiques des entreprises, leurs bonnes pratiques dans le développement durable ou dans la RSE. Et aussi, on se rend compte que la communication, c'est quelque chose de très important, que ce soit pour nous, en tant que Cluster Green, ou pour les entreprises qui décident d'adhérer à notre idée. Et donc, on essaie d'être présent sur les réseaux sociaux, sur les forums aussi, et notamment sur le forum digital qui est en train d'être mis en place là. Ça a commencé le 27 septembre et va se terminer le 26 décembre. Donc, je vous invite à y aller faire un tour. C'est forumclustergreen.com. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, on est une centaine d'entreprises adhérentes. Donc, je ne sais pas si tout le monde peut voir les logos. En tout cas, à la base, on était des entreprises qui sont… S'il vous plaît, nous, on est resté à l'équipe permanente et le conseil d'administration. Photo, c'est bon. Sinon, tu pourrais faire un diaporama. Est-ce que là, vous voyez communauté RSE et 100 entreprises, 100 adhérents? Oui. Ouais, là, c'est bon pour nous. Je vais peut-être laisser comme ça. Voilà. Donc, parmi les 100 entreprises, au début, il y avait les entreprises qui étaient dans le déchet, mais grâce au label Efficience, on a réussi à attirer un spectre d'entreprises un peu plus large, parce que toute entreprise ou association qui veulent avoir qui ont des actions dans le développement durable peuvent adhérer au Cluster Green. Toute entreprise aussi qui souhaite se former ou rencontrer des prestataires de services, appartenir à un réseau d'entreprises engagés peuvent rejoindre le Cluster Green. Donc, à l'heure actuelle, on est une centaine et on espère bientôt se développer encore un peu plus, quoi. En tout cas, c'est un de nos objectifs. Donc, concernant le label Efficience, donc, comment on est arrivé à créer le label Efficience? Donc, plusieurs de nos adhérents et plusieurs structures se demandent à La Réunion quels outils, comment mettre en place la RSE. Et je pense qu'autour de la table, c'est souvent une question qu'on se pose ici. Quel outil, qui contacter, ou quelles sont les choses, les actions à mettre en place justement pour intégrer une démarche RSE dans votre structure. Et c'est à cette question-là qu'on a souhaité y répondre avec nos adhérents, avec les différentes institutionnels qui nous suivent, donc l'ADEME, la région, la RACT sur la partie QVT. Et on a voulu créer un label qui répond à cette demande-là des entreprises du territoire réunionnais,
et aussi qui répond à cette spécificité-là de la Réunion, parce que finalement, on se rend compte que la Réunion, c'est la métropole, mais dans le zone océan Indien, et avec des contextes quand même assez différents. Donc, le label efficience, si on doit parler de l'ADN du label, simplement, pour faire court, c'est un label innovant et précurseur, parce que c'est le seul label RSE QVT à La Réunion pour l'instant, et c'est le seul aussi qui répond à ces problématiques des entreprises-là et qui pourrait y apporter une solution. C'est précurseur parce que dès 2018, on aborde les sujets du télétravail, les sujets du traitement des déchets à La Réunion, qui sont quand même assez très spécifiques, hein, autant aussi pour la mobilité sur l'île. C'est un label local parce que tout d'abord, il a été co-construit avec des entreprises réunionnaises, avec des acteurs réunionnais pour répondre à leurs demandes, quoi. Et c'est un label accessible parce que peu importe la taille de votre entreprise, votre secteur d'activité, donc que vous soyez jeune dirigeant ou moins jeune, vous pouvez adhérer au Cluster Clean ou aussi à candidater au label efficience. Donc, il est accessible parce que c'est la norme ISO 26000, comme m'a dit Sabrina, qu'on a retravaillé de sorte à ce qu'il soit le plus adéquat pour les entreprises du territoire. Donc, il est important aussi de noter que le label, en fait, il est en amélioration continue. Donc, on y travaille de jour en jour, en fait, de sorte à pouvoir vraiment répondre aux enjeux du territoire et aux demandes des entreprises. Les 5 piliers, donc qualité de vie au travail, progrès environnemental. Est-ce que pour être candidat au label efficience, il faut obligatoirement être adhérent à Cluster Clean? Ce n'est pas une obligation. Moi, personnellement, je le préconise parce que… Ça fait cher en plus. Oui, c'est vrai que ce n'est pas très cher. Et par derrière, il y a quand même un réseau d'entreprises qui peuvent échanger, qui va donner des bonnes pratiques. Il y a beaucoup d'animations qu'on met en place aussi. Et donc, c'est un petit peu ça que c'est un petit peu pour ça que je le préconise. Et il y a aussi, je pense qu'en adhérant au Cluster Clean, c'est vraiment mettre en avant cette volonté, cette valeur-là de vouloir être acteur sur le territoire, acteur responsable. Donc, c'est ça. Sur la partie qualité de vie au travail, donc on va aborder de manière un petit peu réglementaire tout ce qui est les ressources humaines, la santé et sécurité au travail, le dialogue social. C'est des points un petit peu qu'on a travaillé pour qu'ils soient le plus adéquats aux spécificités de la Réunion. Le progrès environnemental, c'est un des piliers du label, mais qui n'est pas quand même… En fait, on souhaite passer le message auprès des entreprises que qui dit RSE ne veut pas juste dire progrès environnemental. C'est ça. Parce qu'il y a tous ces 5 piliers-là qui entrent en jeu dans le progrès environnemental. Néanmoins, toutes les entreprises qui souhaitent aller dans le label efficience, on les encourage par exemple à intégrer les filières REP pour mieux gérer leurs déchets, faire le tri de leurs déchets. Par rapport à la gouvernance RSE aussi, donc c'est un des points qui est important parce que pour la mise en place d'une démarche RSE au sein d'une structure, en fait, il faudrait que la gouvernance soit en cohérence avec les salariés et qu'une politique soit mise en place en amont. Et aussi, la gouvernance aussi doit permettre à l'entreprise de respecter les lois. La production et consommation durable et l'attractivité ancrage territorial sont vraiment des piliers qui représentent bien la Réunion parce que nous, à travers le label efficience, on va essayer de faire en sorte que l'entreprise soit un peu plus présente sur son territoire et mieux présente, va mieux consommer, adhérer à des boucles vertueuses. Donc, c'est ça. Donc, les 5 piliers du label efficience, c'est vraiment ces 5 piliers-là qui définissent le label. Mais aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas entrer sur chaque pilier parce que c'est assez costaud. En tout cas, ce qui est à noter, c'est que chaque pilier se décompose en différents critères et les critères se décomposent en indicateurs et en exigences. Donc, à quoi ça va servir, ces indicateurs et ces exigences? C'est que
ça va d'une part valoriser vos bonnes pratiques en entreprise, ce que vous savez faire, mais aussi ça va vous aider, ça va vous amener à être un peu plus, à aller un peu plus loin que ce que vous faites déjà. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous faire auditer par AFNOR Réunion. Donc, AFNOR Réunion qu'on a mandaté, qui est notre prestataire de service et qui va vous auditer sur les 5 piliers du label efficience en fonction des actions qui ont été réalisées, du respect des lois aussi qui vous concernent. Donc ça c'est en fonction de toutes ces informations qui vont être recueillies par AFNOR Réunion. Donc, l'auditeur va vous donner une note sur 1000 points. Okay. Donc, en fonction des points que vous allez recevoir, vous pouvez être engagé, en progression ou une entreprise vertueuse. L'idée aussi derrière, c'est de montrer que le label efficient, ce n'est pas comme un label où on dit que soit vous l'avez ou vous ne l'avez pas, c'est surtout pour vous montrer qu'il y a une possibilité de progression. À l'heure actuelle, où est-ce que vous en êtes, comment vous pouvez vous améliorer. Et le plus cette année, c'est qu'on a formé des auditrices à La Réunion. Donc, il est maintenant possible de se faire auditer toute l'année, quoi. Et voilà. Je ne sais pas si ça vraiment tu moi, j'ai noté quelques bénéfices pour les entreprises en fonction des 5 piliers. Donc, pour la qualité de vie au travail, par exemple, ça pourrait améliorer l'épanouissement de vos salariés et contribuer à la productivité. Sur la partie attractivité, ancrage territorial, c'est plus la reconnaissance sur le territoire, valoriser votre image de marque et aussi développer votre marque employeur et avoir un certain avantage concurrentiel. Sur la partie progrès environnemental, c'est surtout la maîtrise des flux et des coûts, donc peut-être générer des économies. Et sur la partie production et consommation durable, c'est tout ce qui est en lien avec votre clientèle, le respect en fait des clientèles, la fidélisation, comment générer un peu plus de business. Et sur la gouvernance et stratégie RSE, c'est surtout un outil décisionnel pour prendre des décisions, pour booster votre performance au sein de votre structure. Voilà. À l'heure actuelle, plusieurs entreprises se sont déjà lancées dans la démarche, dont Air Austral qui est ici, le SICR, le Crédit Agricole, le groupe Caille Grande Distribution, le PALM, le Semitel. Donc, comme vous voyez, là, ce sont des grandes structures et aussi des petites comme le SICR qui se sont lancées. Donc, au départ, il y avait une opération pilote justement pour voir le retour d'expérience de ces entreprises-là, comment on pourrait améliorer l'offre de services, comment on pourrait améliorer le label efficience et quels sont leurs retours. Et depuis cette année, on a 2 nouvelles entreprises qui se sont lancées récemment, donc, ou qui vont se lancer. Donc, il y a Server Réunion et EcoStratégie, donc Server que nous connaissons tous, et EcoStratégie qui est plus spécialisé qui est un bureau d'études. Donc, encore. Comment ? CMR ? Oui, CFAO aussi. Là. Ouais. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un label adapté pour tout le monde, pour tout type de structure, peu importe la taille et peu importe votre secteur d'activité. Donc, comment on pourrait vous aider un peu plus ou qu'est-ce que nous proposons aux entreprises qui se lancent dans le label? Donc, on prend compte qu'il y a quand même beaucoup de questionnements par rapport à la RSE et la QVT à La Réunion. On ne sait pas vraiment comment faire. L'outil est disponible, mais on souhaitait un petit peu vraiment pour aider les entreprises, aller un peu plus loin et mettre en place un accompagnement pour ces structures-là. Donc, pour l'accompagnement, on a 3 types d'accompagnement. Tout d'abord, une formation intra-entreprise avec des spécialistes de la RSE, donc, dont Sabrina et Isodome. Donc, c'est une formation de 7 jours ou 14 demi-journées qui peut être finançable par votre ACTO, par votre OPCO, voilà. Et personnellement, nous, on est passé aussi par cette phase de formation intra-entreprise et je trouvais que c'était
c'était très pertinent d'y participer parce que même si on a certaines compétences en interne, c'était très enrichissant d'être au contact avec Sabrina qui nous a accompagnés, qui nous a donné la bonne méthodologie vraiment pour déployer un plan d'action. Le clustering met aussi à disposition différents outils, des outils de com pour valoriser un petit peu en interne le label efficience dans votre structure ou en externe, parce que c'est un des enjeux du label efficience, c'est de vous aider à mieux communiquer. On met en place aussi des outils de diagnostic et de pilotage pour mettre en place le label efficience. Et un des accompagnements qui peut être très intéressant, c'est le réseau. C'est le réseau qui représente un grand vivier de connaissances et de savoir-faire. Donc, en intégrant le label efficience, tout d'abord, vous disposez du réseau des entreprises qui sont déjà en cours de labellisation, mais aussi le réseau du Cluster Green, qui va vous apporter plusieurs solutions, plusieurs bonnes pratiques, des retours d'expérience et qui ne peut être que bénéfique pour la structure. Et si je reviens juste un peu plus sur l'accompagnement qu'on propose, donc il y a 3 modules de formation action intra. Il y a tout d'abord faire le diagnostic RSE QVT de votre structure et après voir un petit peu comment mettre en place, comment concevoir votre plan d'action, comment les prioriser et on enchaînera par la suite avec un audit blanc pour mieux vous préparer à l'audit par AFNOR Réunion. Si vous êtes intéressé, donc vous pouvez nous rejoindre au 02 62 41 10 57. J'ai fini ma proposition. Et sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que vous avez des questions? Super, merci Sandrino. Ouais, est-ce que autour de la table ou à distance, est-ce que vous avez des questions pour Sandrino et autour du label et du cluster? Ouais. Oui, j'avais des questions, savoir combien il y a actuellement d'entreprises labellisées efficience à La Réunion. On a compris qu'il y avait certains qui étaient lancés dans la démarche, mais est-ce qu'ils sont labellisés? Comment est-ce qu'ils le mettent, ce label, sur leurs produits directement? Vous pouvez nous donner un exemple? Et je suis également curieux de savoir les coûts. À AFNOR, on imagine qu'il y a des coûts. Alors, quel est l'ordre de grandeur et la périodicité de ces contrôles? Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'entreprise encore qui est labellisée efficient, mais ils sont dans la démarche. Donc, pourquoi il n'y en a pas? Parce que tout d'abord, c'est un référentiel qui est assez costaud à mettre en place. Pas costaud parce que c'est difficile, mais il y a un travail de reporting, il y a des travaux de mise en conformité aussi que l'entreprise doit faire, des indicateurs à suivre, des exigences à respecter. Donc, c'est comme toute norme ISO, ça peut prendre du temps en fonction de l'avancée de l'entreprise. Et aussi, donc, par rapport à la situation sanitaire qui nous a un petit peu touchés, à un moment donné, je pense que ce n'était pas vraiment la priorité des entreprises, même si les entreprises, selon les études, les entreprises qui intègrent la RSE dans leur structure sont les entreprises qui ont plus de résilience, en fait. Voilà. Concernant concernant AFNOR, donc oui, il y a des coûts de labellisation en fonction de la taille de l'entreprise et on va identifier le nombre de jours qu'il faut pour l'audit. Et l'audit, elle se fait en 3 parties. Donc, il y a tout d'abord un premier audit, l'audit initial, l'audit après audit intermédiaire après 18 mois et l'audit de renouvellement à 36 mois. Voilà. Donc, on a la chance à La Réunion d'avoir des auditrices, des auditrices qui maîtrisent maintenant le référentiel et qui peuvent agir tout au long de l'année. Et concernant la communication, on a mis en place, en fait, justement pour aider les entreprises, plusieurs types de communication pour qu'ils puissent valoriser leur engagement dans l'efficience, en fait. Et concernant Aerostrike, nous, on a fini l'audit, en fait, tous les audits, et on attend le retour de l'AFNOR. Donc, on est sur le starting block, on attend le... Aussi, pareil pour le SICR aussi. Sans dévoiler le montant, mais ça représente un gros budget. Il
y a les coûts AFNOR d'un côté qui sont entre, pour nous, c'était entre 5 et 10 000, je sais plus, de labellisation. Globalement, en fait, le coût d'AFNOR, alors je n'ai pas mon ordinateur, sinon j'aurais pu vous le transmettre parce que l'AFNOR a communiqué ses tarifs de manière complètement transparente. Il y a 2 ordres de coûts. Je crois qu'on est de l'ordre de 1 000 € la journée d'audit. Globalement, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais ça, je pourrais, si vous êtes intéressé, vous me laisserez vos coordonnées, je vous enverrai le document d'AFNOR. Et en fait, AFNOR donne de manière complètement transparente une grille où il y a un nombre de jours indicatif en fonction de la taille. Et après, une fois que l'entreprise est engagée dans la démarche et est prête à se faire labelliser, donc il y a un devis quand même qui est élaboré comme avec Air Austral pour ajuster au mieux justement cette durée. Et vous recevez votre devis. Donc, c'est un devis où vous voyez le coût que ça va vous coûter pour l'audit initial, l'audit de renouvellement et l'audit au bout de 36 mois. Et en fait, je crois Magali disait, je n'ai pas retenu. Je sais plus, c'était entre 5 et 10 000 voilà. Du renouvellement. Voilà, c'est les trois audits, bien entendu. Et puis du périmètre. Voilà, et du périmètre, tout à fait. Donc, en fait, la FNOR prend en compte tout ça, le périmètre, c'est-à-dire si c'est multisite, pas multisite et tout, pour affiner la proposition. En fait. Mais je pourrais vous envoyer le détail. Donc, il y avait une dizaine d'entreprises en 2018 qui se sont engagées dans la démarche. Donc, en sachant qu'en moyenne, une entreprise qui s'engage dans une démarche RSE, si je prends par exemple le label engagé RSE qui est sur la base de l'ISO 26000, donc c'est la norme ISO 26000 en fait. Au niveau national, il y a à peu près 500 entreprises qui ont été évaluées sur la norme ISO 26000 et globalement, le temps moyen entre l'entreprise qui s'engage dans une démarche et qui se fait évaluer, c'est à peu près entre 2 et 3 ans. Et on est dans la moyenne, effectivement, les entreprises sont engagées en 2018 et les premières entreprises se lancent dans une labellisation. Là. Donc, on a Air Austral qui s'est lancé en premier, le SSR, et il y aura d'autres entreprises en début d'année. Et puis après, il y a les coûts humains. C'est beaucoup de temps de travail. Une question que je voulais vous poser, c'est que dans ces 5 piliers que vous aviez décrits, il y a la norme de la réglementation. Chaque sujet peut être aussi totalement isolé. Ce sont parfois des actions totalement isolées dans les entreprises. Comment vous faites? Vous les regrouper en fait toutes ces informations à partir pour envisager un audit. Je pense à la QVT ou tous ces sujets-là sont des sujets complètement isolés en général. Comment vous faites? Moi, je trouve ça intéressant dans le sens où, à un moment donné, une entreprise peut donner une information, on va dire, sans aller chercher sans arrêt des informations un peu partout. Mais comment vous faites ce travail-là? Vous parlez de l'audit ou vous parlez de la démarche? De l'accompagnement, en fait. L'accompagnement. Pour associer tout ça. En fait, ce que Sandrino présentait, l'accompagnement, elle peut être différentes en fonction des besoins et des attentes des entreprises, parce qu'il y a des entreprises en fonction de la maturité. Aussi, il y a des entreprises qui sont engagées depuis plusieurs années dans la démarche. Il y a des entreprises qui se lancent. Donc, on commence systématiquement, la plupart du temps, par un diagnostic. Et du coup, on va, en fait, le label est construit, c'est une grille en fait, d'exigence. Et il y a une grille par pilier. Et on va aller justement parcourir chaque pilier avec les entreprises en faisant un diagnostic de chaque pilier. Donc, QVT, où vous en êtes, le pilier environnemental, etc. Et par contre, ce que vous disiez était très intéressant, c'est effectivement dans cette entreprise, c'est des actions qui sont menées de manière isolée. Le département technique va travailler sur peut-être plus comment est-ce que je réduis mes déchets concrètement dans mes process, etc. Et le côté RH va travailler sur son bilan social, comment est-ce que je vais améliorer le dialogue et le confort au travail. Donc, et justement, on arrive en entreprise, on va mettre en place une petite cellule RSE. Parce qu'on ne va pas faire le diagnostic de manière isolée, en fait, soit avec le dirigeant ou seul. Donc, on va accompagner l'entreprise à travailler sur une équipe projet, déjà,
comment est-ce qu'on va mettre autour de la table des personnes qui appartiennent justement à ces différents services, comment on va les faire dialoguer ensemble, capitaliser déjà sur les actions qui sont déjà existantes et les accompagner du coup à identifier les enjeux. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on va identifier par contre, une fois qu'on a cette cartographie complète de ce que vous menez, on va peut-être aussi vous accompagner sur là où il y a des non-conformités réglementaires, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est la base. Et en fonction de cette cartographie, on va travailler avec vous sur vos enjeux et comment est-ce qu'on capitalise tout ce diagnostic et en même temps, on vous accompagne à travailler sur votre stratégie et votre plan d'action. Donc, c'est un petit peu le travail qu'on fait pour mettre du liant. Parce qu'effectivement, c'est la différence qu'on peut retrouver quand on fait un système de management de la qualité, ISO 9001, ou un système de management 14001, où on est sur l'environnement. Là, on va travailler à mettre du lien en fait, entre les 5 piliers. Les 5 piliers sont continuellement interconnectés. C'est-à-dire la gouvernance n'est pas isolée de la QVT ou la gouvernance n'est pas isolée de la production et consommation durable. On va retrouver des critères qui sont complètement transverses. Et quand on va faire l'audit, justement, je prends l'exemple, ce qu'on a pu mener, ce qu'on a pu voir chez Aerostral. Justement, Aerostral, je ne dévoile rien, mais a fait de par la stratégie qu'ils ont développée, a en fait combiné 2 piliers. Ancrage territorial et production et consommation durable, parce qu'avec une stratégie commune. Donc, en fait, qui peut permettre aussi d'avoir... en termes de coûts, ça peut aussi jouer sur des coûts peut-être un peu moins importants, le fait d'associer des sujets finalement. Ce n'est pas tellement, c'est que la production durable, pour nous, c'était un peu compliqué parce qu'on ne produit pas des produits, on produit plutôt un service. Donc, c'était un critère qui ne nous correspondait pas complètement. Donc, on a préféré l'éclater et le mettre dans les autres piliers, et notamment sous la gouvernance. Mais ça, c'est l'après-label. On a d'abord répondu au label, mais en même temps qu'on travaille à la labellisation et à l'audit, il faut penser au-delà. Et la construction de l'au-delà, c'est là qu'on dit cet indicateur, il est pertinent pour nous, on le garde, ou il est pertinent, mais bon, pas tellement comme ça. Souvent, vous demandiez des pourcentages de chiffre d'affaires. Nous, on préfère peut-être plus en KF, parce que quand on a un gros CA, eh bien, on se retrouvait avec du 0,01 et puis qui passe à 0,02 l'année suivante, c'est peu pertinent. Donc, il vaut mieux faire évoluer des euros que du chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc, et puis de se dire aussi, ça ne nous intéresse pas. On ne va pas aller perdre de l'énergie à garder un indicateur simplement pour répondre au label. Il suffit simplement après, dans cette deuxième étape, de dire c'est pas pertinent pour nous pour telle raison, donc on ne le suit pas. Et on reste focalisé sur ce qui a du sens pour nous. Vous êtes beaucoup sur l'électricité et sur le carburant terrestre. Nous, c'est le kérosène qui est important. Donc, effectivement, qu'on suive les consommations d'électricité et de carburant terrestre, oui, mais le gros, quand le kérosène, c'est 90 millions par an, 2% d'économie, c'est déjà intéressant. Donc, le travail de cartographie vient aussi après considérer les enjeux pour vous, en fait, pour votre activité. On est vraiment sur l'approche systémique. C'est l'intérêt, en fait, de cette démarche. C'est pour ça que dans l'ADN du label, il y a cette idée de rester généraliste, en fait. Parce que des labels, on en trouve partout. Hein. Il y en a qui sont même de plus en plus sectoriels maintenant, voire très verticaux sur une thématique. Là, l'idée, c'était de rester généraliste, parce que c'est ce qui fait l'intérêt. Moi, je prends l'exemple du télétravail, par exemple, qui est une des pratiques qu'on peut intégrer dans une stratégie RSE. On va traiter des aspects économiques, parce que le carburant qu'on ne consomme pas, c'est de l'argent qu'on gagne. Ça va participer d'une politique de qualité de vie au travail, parce que c'est moins de fatigue, moins de déplacement. Et puis, on va pouvoir intégrer ça aussi dans l'aspect carbone global de l'entreprise, sur les kilomètres évités, par exemple. Et donc, typiquement, ça, sur une 14001, on traiterait comme un des sujets spécifiquement environnementaux. Là, dans une démarche RSE, on va vraiment traiter de tous les piliers, y compris, j'allais dire presque, aussi les volets humains. Donc, c'était l'esprit, effectivement, de
ces 5 piliers que Sandrino a présentés. Compte tenu des 2 premiers critères, qui étaient la taille de l'entreprise, donc nombre de salariés, chiffre d'affaires, si on veut toucher le plus grand nombre, on ne peut pas avoir une grille d'auto-évaluation pour les entreprises, savoir comment on arrive à se positionner par rapport à ça. C'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'il existe des labels. Sabrina parlait de l'engagé RSE, il y a un e-engagé RSE, c'est de l'auto-diag en fait. Voilà. Après, c'est une autre approche. C'est-à-dire que, ou alors, soit vous êtes déjà outillé, armé, enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut, peut-être ça peut avoir une valeur ajoutée. On fait quand même la différence entre un auto-diagnostic et c'est pour ça qu'on a embarqué la FNOR notamment, savoir aussi voilà, cette légitimité qui est liée à l'expertise. En fait. Donc, c'est 2 approches qui peuvent être complémentaires. Mais pourquoi pas un autodiag pour effectivement se lancer, j'allais dire. Ouais. C'est des sujets qu'on a essayé de traiter, de permettre de créer une sorte de pré-diagnostic pour les entreprises. Ça, ouais. Voilà, c'est pour aussi occuper le calendrier, parce que 3 ans ou 2 ans, c'est long. Enfin, on aime bien aussi pouvoir se mesurer. Et souvent, des bonnes pratiques sont déjà présentes dans votre structure et que nous, à travers les échanges, on va essayer de les mettre un peu plus. Pour les mesurer, c'est intéressant d'abord. C'est ça. Le plus important, c'est de choisir un indicateur qui vous prend ou qui ne vous pas, en fait, et que vous pouvez suivre tout au long. C'est bon pour ça? On va laisser la parole à nous. Parce que du coup, dans la transition, merci beaucoup Sandrino pour la présentation. Avant de se lancer, donc il peut y avoir effectivement un autodiag, mais il y avait aussi l'idée qu'on a germé depuis 3 ans, parce que c'était la 3e édition. Je crois qu'il y a le visuel derrière. La première. On fait de la RSE by MEDEF, j'allais dire. Et l'idée, c'est du coup de faire témoigner des lauréats cette année, parce que nous, on a eu la chance en tant que juré d'avoir accès au dossier et c'était chouette. Et vous avez pu prendre la parole aussi au moment de l'Assemblée générale, mais l'idée, c'est d'aller au-delà, d'incarner, de bien comprendre un peu la genèse de vos projets respectifs et peut-être faire écho à ce qui a été présenté. Et bien sur le terrain, dans la vraie vie, comment ça marche en vrai. Alors, je ne sais pas si dans quel ordre on avait prévu. Tu l'as dit, Charlotte, enfin celle qui. Voilà. Peut-être. Ok, je vais commencer. Donc, nous, Société Jour de Fête, on est une agence événementielle et de trade marketing. Donc, en fait, l'idée a germé il y a plusieurs années de ça, parce que l'entreprise a déjà 18 ans, par l'ancienne gérante qui s'appelle Delphine Touin. Et en fait, on s'est rendu compte dans nos événements qu'il y avait énormément de gâchis. Parce qu'un événement, c'est beau, ça demande un très gros investissement, mais au niveau de la restauration, il y avait tout le temps énormément de gâchis lors de ces événements. Donc, on a mis en place la première chose qu'on a mis en place, c'était les petites barquettes, afin que chaque personne puisse repartir avec une petite barquette à sa maison, pour éviter soit de jeter, ou peut-être même de travailler avec des associations, pour pouvoir donner aux associations à la fin des événements. Donc ça, c'était la première chose qu'on a mis en place. Après, avec notre activité plus trade marketing, c'est les petites animatrices que vous voyez dans les grandes surfaces qui mettent en avant des produits. Donc actuellement, on travaille à peu près avec entre 40 et 50 animatrices par semaine. Donc ce sont des petits contrats précaires, malheureusement, qu'on peut leur proposer parce qu'on n'a pas les moyens avec nos clients de leur proposer quelque chose de durable. Donc nous, on essaye à notre échelle, de leur faciliter la vie et les échanges. Donc là, il n'y a pas très très longtemps, on a décidé de remettre en place un service de coursier pour qu'elles arrêtent de venir nous voir toutes les semaines, parce que c'est des petits contrats, c'est un gros budget. Il y a des animatrices qui viennent de l'Est. Nous, notre entreprise, elle est à Saint-Gilles. Donc, elles viennent à chaque fois avec leur petite voiture chez nous pour récupérer leur matériel, leur contrat de travail. Donc, on a décidé maintenant de... C'est un coût parce qu'on a embauché quelqu'un pour le faire, de leur amener leur contrat, leurs marchandises à des points de vente, à des points bien précis sur l'île, à savoir 4 points bien précis, ce qui fait que ça leur permet de faire du covoiturage, ça permet de s'organiser ou de faire venir quelqu'un de leur famille pour venir récupérer le matériel, pour éviter qu'elles viennent, elles, une fois par semaine, faire des fois 100, 150 km pour venir nous voir 10 minutes pour juste récupérer du matériel. Chez Jour de Fête, on a vraiment cette idée à notre petite échelle, parce qu'on est 5 salariés, donc on est vraiment tout petit, de vouloir impliquer tout le monde également au sein de notre entreprise. Ce n'est pas juste la tête dirigeante qui a décidé on va faire ça, on va mettre en place ça. C'est vraiment des valeurs qu'on a communes à toutes les personnes qui travaillent chez nous. On essaye de toutes les impliquer, c'est-à-dire qu'on va toutes les faire travailler sur une idée.
régulièrement, une fois par mois, on essaie de se faire une petite réunion où on va leur demander sur quel axe d'amélioration on peut partir, par exemple, sur le mois de décembre. C'est essayer de faire travailler tout le monde, d'impliquer tout le monde. Je sais que c'est facile parce que pour le coup, on est une petite structure. Ça, pour le coup, c'est plus facile. Mais c'est vraiment très important. C'est des valeurs qu'on a tous et toutes. Donc, il faut les impliquer. Ça parle aussi de, là, on a une société d'événementiel. Donc, la crise, on l'a pris en pleine tête. Et on a encore du mal à se relever. Mais par contre, on a toujours eu une politique très transparente auprès de tous les salariés. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les mois, on leur faisait part des chiffres, des directives qu'on souhaitait prendre, des aides qu'on essayait aussi d'obtenir, parce qu'heureusement, on a pu en avoir. Et du coup, on a toujours joué sur la transparence. Parce que si on veut que les salariés s'impliquent, il faut être transparent. Et nous, ça a toujours été notre politique. On veut absolument être transparent vis-à-vis de tout le monde, et notamment par rapport à nos salariés et par rapport à nos prestataires aussi. Au niveau de tout ce qui est RSE, donc déjà par rapport à nos événements, on essaie de faire travailler que des entreprises locales. C'est vraiment une condition chez nous. Et on leur fait signer une charte dans laquelle ils s'engagent, eux, à faire travailler également et à utiliser des petits producteurs locaux, à déclarer absolument tous leurs salariés. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des situations un peu précaires par rapport à ça. Donc, nous, on fait vraiment confiance à nos prestataires, mais on leur fait également signer une charte d'engagement avec nous pour que, OK, ils travaillent avec nous, mais ils s'engagent, ils ont une responsabilité. Parce que nous, en tout cas, on est responsable quand on crée un événement, on est responsable de avec qui on travaille. Donc, nous, on essaye de les responsabiliser aussi. Donc, c'est énormément de documents, énormément de paperasse, ça prend énormément de temps. Mais pour qu'on puisse être carré et transparent et faire fonctionner et travailler tout le monde au local, il faut avoir une certaine procédure en interne, lourde, mais nécessaire, en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Charlotte? Peut-être en termes de... Est-ce qu'on arrive à matérialiser du coup le gain, ou les gains sous quelque forme que ce soit Alors, les gains, pour nous, en tout cas, c'est plus le caractère humain. Ça ne va pas forcément nous rapporter au niveau pécunier, mais c'est vraiment... on veut aider nos petites animatrices, leur faciliter la vie. Ça va être les salariés, on va régulièrement faire des petits déj partage où chacun ramène à manger et ça ne coûte rien, mais ça permet d'avoir des beaux échanges avec chacun et chacune. C'est des petits détails en fait. Après, pareil, il n'y a pas très longtemps, on a dû changer notre flotte informatique qui était vraiment très vétuste. C'était un coût, mais on aurait pu, on a des entreprises qui voulaient nous les reprendre et nous les racheter. On a préféré, par exemple, les donner à des écoles qui allaient les démonter et apprendre, travailler, tout ce qui était informatique. Pour nous, ça avait plus de valeur. Même si, pour le coup, on aurait pu récupérer 2 ou 3 ordinateurs portables, ça ne nous a pas intéressés. On préférait donner à des associations, à des écoles, pour que d'autres personnes puissent apprendre derrière. C'est pas forcément des gros coûts, ça en a un petit peu, mais pour nous, c'est nos valeurs. C'est vraiment ce qui est plus important pour nous, c'est pouvoir aider au niveau local, et même à notre petite échelle. Pour nous, c'est le plus important. Bravo. Il y a des fois, on ne perçoit pas les gains, mais on fera suivre peut-être le baromètre RSE du MEDEF, que le MEDEF publie tous les ans, le MEDEF national, sur des retours terrain des entreprises dans le cadre de leur démarche RSE. Notamment, la crise a démontré, il y a les chiffres maintenant à l'appui qui le démontrent, que quand on fait confiance à l'humain, parce qu'il y a de ça derrière, en fait, il y a de la fidélisation, mais pour de vrai, pas uniquement juste le dire et le faire. Ça, Sandrine parlait de résilience tout à l'heure, mais ça participe quand même globalement d'une performance, dont on ne mesure pas le gain de manière immédiate, mais qui est un vrai pari sur le long terme, qui est complémentaire d'une approche, par exemple, où on traiterait ce qu'on se disait, ces factures énergétiques ou des choses où là, pour le coup, on prend la facture avant-après, on a le gain qui se matérialise. Mais c'est vrai que sur l'humain, c'est pour ça que l'étude baromètre, on la mettra peut-être en compte rendu. Elle est intéressante parce qu'elle concrétise ça dans les entreprises. Donc là, on a un exemple d'une démarche RSE qui est hyper incarnée par la dirigeante en l'occurrence,
Et du coup, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, en fait. C'est ça. Globalement, Ouais. Il y a beaucoup même de salariés qui ont des démarches chez eux, personnelles au niveau de la famille. Voilà, c'est vraiment... c'est pas un critère d'embauche, hein. Mais en tout cas, c'est des valeurs que nous avons communes. Ça fidélise? Ah oui, en tout cas. Parce que c'est quand même l'attractivité, la fidélisation, ça a un coût. Oui, ça a un coût. Par exemple, je vais revenir sur nos animatrices. Nous, ça a eu un coût financier parce que forcément, on a embauché quelqu'un et on a un camion qui, voilà, avec de l'essence. Mais le fait de pouvoir fidéliser aussi nos animatrices, elles étaient vraiment contentes. Elles disaient bah, merci, pour nous, c'est un coût en moins. Du coup, elles étaient déjà contentes de travailler avec nous, mais après, on peut pas, c'est alimentaire, on ne va pas se mentir. Et on n'est pas les seuls à proposer ce genre de service. Et le fait qu'on leur propose maintenant ce service-là depuis 3 mois, on a mis en place ça il y a depuis 3 mois, elles sont vraiment ravies. Et il y en avait certaines qui étaient parties il y a quelques années à cause de ça, qui du coup sont revenues travailler avec nous, notamment grâce à ça. Donc voilà, on a posé le pour et le contre, mais pour nous, ça a été assez rapide. On a vu une seule décision. Ça, c'est effectivement l'attractivité et le turnover, pour la fidélisation. Ouais. Et après, on travaille avec l'ARACT sur des taux d'absentéisme, des choses comme ça aussi. Forcément, les collaborateurs engagés, ils sont... De plus en plus, dans les appels d'offres, il y a tout un critère RSE qui apparaît avec un cahier des charges. Dans le cahier des charges de réponse aux appels d'offres, il y a les pratiques RSE de l'entreprise. Avec des critères? Parce qu'on ne peut pas être sur tous les piliers. Alors, il y a certaines entreprises qui ont carrément des sites sur lesquels il faut répondre et ça peut être 4-5 jours de travail pour répondre à un appel d'offres. On va en faire un métier. La SNCF, etc., ils se sont structurés, ils ont leur propre site et il faut alimenter le site. Leur propre grille de notation. Pour d'autres, il faut simplement dire bon ben voilà, on a eu telle note à tel label et éventuellement on travaille quelle communication on peut mettre. Parce que si on envoie le scoring, il y a on ne va quand même pas communiquer aussi sur nos points négatifs. Mais ça devient, là-dessus, c'est les appels d'offres, de plus en plus, c'est incontournable. Oui, parce que ça, c'est un vrai levier pour que les entreprises se mettent à faire du RSE. Parce qu'elles, si c'est OK, j'investis, mais ça me donne des ouvertures sur des marchés, ça peut être très intéressant. Parce que ça c'est quand même c'est un impact. Ça rejoint ce que Sabrina a présenté sur la partie reporting extra-financier. C'est quand aujourd'hui vous répondez à un appel d'offres, il faut montrer patte blanche en termes de liasse, d'attestation sociale et fiscale. Demain, effectivement, ça fait partie des critères. Et d'apprécier pour un donneur d'ordre la performance de l'entreprise plus globalement que par son résultat financier. Après, on est sur un formalisme de marché qui a ses contraintes aussi. On ne peut pas tomber dans le favoritisme. Je parle localement en tout cas. Donc après, il y a le HCCP qui travaille là-dessus, le SBA aussi pour... c'est pas forcément favoriser, mais c'est plutôt créer les conditions de rendre ces marchés-là accessibles aux acteurs, y compris de taille plus petite. C'est ce qui est quand même l'enjeu. Il ne faut pas tomber dans le travers où ça devient trop compliqué. C'est ça. C'est toute la complexité. Mais pas non plus trop simpliste non plus. Parce qu'on efface les sujets et peut-être certains importants aussi. Moi, je pense au bâtiment, où quand même, il y a des problèmes de déchets, il y a des problèmes importants pour notre société ici. Les acteurs du bâtiment, honnêtement, si c'est trop compliqué, ils n'iront pas. Répondre déjà à un appel d'offres dématérialisé, c'est compliqué. Non, mais il faut être clair pour l'architecture. Donc, quelque part, je suis d'accord, il faut trouver le bon équilibre. Mais en première lecture, ça donne quand même de l'attractivité. En disant, je pourrais plus exister sur mon territoire, parce que c'est ce qu'on cherche aussi. Mais quand vous arrivez sur un appel d'offres et que vous ne savez pas ce que c'est que la RSE, vous n'avez pas un minimum de structure et qu'il faut y répondre, on se creuse la tête et on ne sait pas quoi mettre dessus. Alors que quand vous avez déjà la trame qui existe, je ne dirais pas qu'il n'y a que à la communauté, parce que sinon, ce n'est pas complètement de la même manière dans un appel par rapport à l'autre. Donc, il faut se réadapter, mais vous avez déjà la structure de base.
Vous avez des critères? Oui. Enfin, vous dites qu'est-ce que vous faites pour la gestion des déchets. Vous avez déjà en fait, dans la RSE, il y a aussi tout le volet achat responsable. Donc là, si on se place du côté du donneur d'ordre et sa propre politique RSE à lui, en fait, il peut très bien, comme tu disais, propager une partie de sa performance à ses fournisseurs dans le cadre de sa politique d'achat. Si, je ne sais pas, n'importe quoi, une collectivité qui veut s'inscrire dans une trajectoire zéro carbone à horizon, voilà, bah, pour atteindre cet objectif-là, dans tous les achats et donc dans toutes les prestations qu'elle va être amenée à solliciter, il faut qu'elle puisse cascader en fait, ses propres objectifs dans ces marchés. En fait. C'est là où ça devient systémique, je comprends le terme, mais c'est exactement ça l'idée. En fait. Et c'est voilà, de pouvoir avoir ce lien entre les différentes parties intéressées participantes, parce que finalement, ça concerne tout le monde, c'est l'enjeu des collectifs. En fait. On va peut-être laisser la parole avant. Ce serait dommage quand même de. Non, bah, justement, quand on parlait de ça. On a un autre cas de figure, du coup, ouais. On parlait de RSE, ben moi, en fait, ça a été l'inverse. En fait, j'ai repris la société, donc grâce à Nadia. Enfin, j'ai repris la société que j'avais depuis 2002 avec mon ex-mari. Et en 2017 ou 2018, j'ai décidé de la reprendre toute seule. Et grâce à Moulin Centre-Atlantique, donc du coup, j'ai pu le faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis la société, mais comment dire, tout simplement selon ce que moi je vivais. On va savoir que j'ai vécu en Allemagne beaucoup et en Alsace, et qu'en Allemagne, nous déjà, c'était 7 poubelles, toutes les poubelles transparentes. On nettoie le pot de yaourt avant de le jeter. Enfin, donc voilà, donc peut-être les habitudes comme ça. Et en fait, donc j'ai repris la société, j'ai mis en place ce que moi je faisais à la maison, ce qui me paraissait pour moi le bon sens, logique. Et j'ai découvert que ça s'appelait du RSE. Juste le jour, on m'a dit, vous devez répondre au papier pour être. Donc, je ne savais pas ce que c'était parce que voilà, moi, c'était ma façon d'être. Donc, voilà. Et du coup, je me suis penchée un peu sur. J'ai regardé vraiment tout ce qu'on faisait et je me suis rendu compte que pour moi, c'est vraiment tous les jours. Bon, alors, moi, c'est une boulangerie, pâtisserie. On fait aussi des prestations. Donc, je te rejoins totalement sur les déchets parce que c'est quelque chose, des clients qui commandent à outrance et qui après, qui se retrouvent avec. Des pertes et il n'y a personne qui part avec, donc ça c'est très bien la boîte, je n'ai pas pensé à ça, mettre des boîtes, donc merci, tu vois, c'est des choses, c'est très bien, partager là-dessus. Donc pour les prestations, au niveau du magasin, moi sur plein de choses, donc par exemple sur le pain, on recycle le pain de la veille, on va vendre à 1 €, tous les morceaux de pain, les baguettes qui restent, on les redonne au restaurateur pour qu'ils fassent autre chose avec. Les emballages, tous les emballages qu'on peut réutiliser, on demande aux gens donc, de les ramener et après on leur fait une petite liste, donc ils reçoivent après 10 centimes à chaque fois, ce qui fait une petite remise parce qu'évidemment les gens, il faut toujours leur donner la petite carotte pour leur dire donc voilà, c'est ça le problème. Donc il y a plein de choses. On travaille aussi avec Phoenix, je ne sais pas si vous connaissez, donc en fait qui a un site où vous commandez en fait chez nous c'est des paniers, donc c'est des paniers qui sont vendus à 5 € alors qu'ils ont une valeur marchande de 10 à 15 €. Donc tout ça pareil, c'est les restes de la veille. On récupère les bouteilles en verre de Granini. Donc ça pareil, si quelqu'un a l'idée, parce que je vois que pour les bouteilles de bière, on a réussi à commencer à le faire avec les dallons. On récupère les bouteilles de bière, elles sont récupérées à un endroit et au final, on les réutilise. L'association réutilise. Voilà, donc ça, pareil, je ne comprends pas qu'on ne le fasse pas pour autre chose. Bon, en Allemagne, pareil, on récupère toutes les bouteilles, on les ramène quelque part et elles sont réutilisées. Ici, ça se fait pas. Pour tout ce qui est bouteilles en plastique, moi, je me bats depuis que je suis arrivée parce que pour moi, ça me paraît évident que les bouteilles en plastique, on est tous capables de les mettre quelque part et de les poser. Et donc, j'avais vu avec Brasserie Beaumont à l'époque, je crois qu'ils sont en ligne d'ailleurs. Mais pour moi, ça me paraissait normal qu'on fasse un bac où tous les gens puissent déposer leurs bouteilles et que ça, ils puissent le réutiliser. Alors, je ne sais pas de quelle manière, parce que j'ai plein d'idées, mais après, le problème, c'est la suite. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est plein de choses comme ça. Moi, je suis arrivée à La Réunion, la première chose qu'on faisait sur la plage, c'est récupérer les bouchons. Parce que pour moi, les bouchons sur la plage, ce n'était pas possible. Mais mes enfants, pour eux, c'est tout à fait naturel. Donc, on récupérait les bouchons. Après, on a découvert l'association 10 bouchons. Donc, on redonne… Pardon ? Qui ne récupère plus. Ils ne récupèrent plus. Non, parce que moi, j'ai un tas de bouchons chez moi. Je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai pas trouvé. Alors, si. Alors, vous me les ramenez et moi, ils les récupèrent. Ça va, il n'y a aucun souci. Mais pareil, par exemple, c'est bien beau après, comme je disais, de vouloir faire tout ça. Et moi, je me suis retrouvée, en fait, à vouloir faire plein de choses.
mais pas avoir de continuité. C'est-à-dire qu'on a commencé à récupérer les cartons, à dire aux gens, ramenez-nous vos cartons, les bouchons, les bouteilles, ramenez-nous tout. Et bien en fait, oui, mais après, ça va où? Parce que si on met des cartons, ils vont dans la poubelle jaune. Et la poubelle jaune, en général, les gens ils multiplient, ils mélangent tout et ça devient dégueulasse. Donc en fait, il n'y a pas de suivi derrière. Donc après, c'est les déchets après. Donc là, je suis en train de voir par rapport à ça. Donc d'essayer de mettre une borne. Il devrait en avoir partout des bornes qu'on puisse récupérer les déchets. Voilà. Et comme je disais à chaque fois, nos déchets seront, enfin, notre ville sera propre quand on réalisera que nos déchets ne sont pas sales. C'est-à-dire que tout ce qu'on a en déchets, ce n'est pas ça, on peut le réutiliser autrement. Ça, c'est vraiment pour moi. Donc voilà, donc le prix, je l'accepte, je trouve ça vraiment génial. Mais pour moi, c'est tout simplement une évidence. Et voilà. Alors après, le but, c'est de partager avec les autres. Alors moi, le problème, c'est que j'ai un cerveau qui fonctionne beaucoup. Et tout ce que je fais, voilà. Donc la dernière fois, sushi, super, vous mangez des sushis, c'est génial, mais vous avez 15 000 emballages. Donc, j'ai discuté, j'ai dit, mais il faut que tu trouves une solution. Ce n'est pas normal qu'on se retrouve avec un plateau de sushi, un petit pot avec 15 sauces, un petit pot avec le riz. En fait, vous avez un truc comme ça. Donc là, il y a des solutions. Les boissons, pareil. Enfin, voilà. Donc, le but, c'est de partager avec tout le monde. Et je ne dis pas que j'ai l'élimination pour tout, mais voilà, il y a des choses. Donc, n'hésitez pas. Si on peut, moi, le but, c'est d'en discuter. Il y a peut-être des choses aussi où des gens peuvent venir chez moi et me dire, tu devrais faire comme ça. Ce serait vraiment un grand plaisir. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si les employés aussi, les employés humain, alors pour moi c'est simple, on ne travaille pas les dimanches, on ne travaille pas les jours fériés. Et nous sommes une pâtisserie-boulangerie. Mais c'est comme ça. Voilà, on sera fermé entre Noël et Nouvel An parce que tout le monde a besoin de faire la fête. Moi, j'ai eu la remarque d'un employé. Oui, non, mais je veux dire, moi je ne travaille pas les week-ends, donc je ne vois pas pourquoi mes employés travailleraient tous les week-ends. On a fait un planning pour qu'ils travaillent un week-end sur 3. Ils travaillent 5 jours, mais quand ils sont là pendant 5 jours, ils sont à fond. Au moins, je suis sûre que quand ils sont là, ce n'est pas pour rien. Les plannings, on les modifie. Voilà. Après, on travaille beaucoup aussi en équipe, on essaie beaucoup de discuter. Moi, je ne leur dévoile pas tout non plus, parce que sinon, après, c'est… Donc, voilà. Mais donc, on a mis ça en place pour les plannings. Voilà. Après, c'est ma façon à moi de faire. Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça d'ailleurs. Les formations, oui, en interne, ça s'est fait. Après, oui, tout ce qui est donc emballage, travailler avec aussi Oyobo qui met en place des pots, enfin des barquettes en verre. Donc en fait, les gens viennent récupérer et après ils peuvent réutiliser, ramener leur barquette qui est nettoyée et échanger quand une barquette normale. On travaille avec apiculteurs aussi. Donc, consommation en ligne, ils viennent directement ramener leurs légumes au magasin. On travaille avec le petit marché parce qu'on se fait livrer tous les jours. Donc ça, oui, effectivement. Alors, d'un côté, on veut faire les choses bien pour travailler avec du local, mais en même temps, effectivement, il vient tous les jours. Donc, après, consommation, carburant, je suis d'accord. Et ça aussi, moi, je trouve qu'on parle d'emballage, on essaye de mieux faire, on a arrêté tout le plastique, mais on consomme énormément maintenant de papier. Et il y a plein de choses qu'on devrait enlever. C'est quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais manger avec des couverts en bois, c'est vraiment… On est d'accord. Donc, voilà, on fait des choses, mais le bois, on est en train d'utiliser, le gaspiller. Voilà, donc à réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Parce que tout le monde, quand je vois des gens qui viennent au magasin et tous les jours, ils viennent me récupérer un couvert, je me dis, mais à quel moment ils réalisent qu'en fait, ils ont juste à prendre des couverts à la maison, les mettre dans le sac, un coup de lingette ou un coup sous l'eau et c'est propre. Enfin, là, à un moment donné, il va falloir réagir, quoi. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à La Réunion en 2001, nous, en Allemagne, on était en Alsace, on était passé déjà au sac depuis très longtemps, il n'y avait plus de sac plastique. Et on est arrivé ici et c'était le début dans les centres commerciaux où on enlevait les sacs plastiques. Et là, je me suis dit, mais ils sont trop gentils en fait. Parce que les gens, ils gueulaient. Alors que non, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a plus de sacs. Et en fait, je trouve qu'on a mis beaucoup de temps. On a laissé trop de temps aux gens à s'habituer. Je pense que peut-être la façon plus radicale en disant on arrête, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, en fait, tu laisses le choix à un gamin, il va tenter jusqu'au bout. Donc voilà. Et là, c'est pareil, en fait. C'est carrément dire maintenant, OK, tu veux prendre des couverts, et bien maintenant, ce sera facturé. Parce que si tu n'es pas capable de comprendre que les couverts, tu peux les ramener de chez toi ou alors tu t'en achètes et tu les gardes, ben voilà. Voilà, je suis un peu dure peut-être. Il y a une jurisprudence de la taxe carbone, faut faire attention. Ouais.
Mais après, voilà, puis oui, il y a plein de choses à améliorer, donc n'hésitez pas, il faut communiquer, il faut... Donne l'adresse peut-être. Ah ben, rue de Nice, 40 bis rue de Nice, voilà. Donc la pâtisserie Ça tombe juste bien, là. c'est pas très loin. C'est pas très loin. Tu fais un peu ça aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc oui, moi j'aimerais mettre plein de choses recyclées. Là en ce moment, on récolte des vêtements pour enfants, pour donner à des associations. Et à partir de la semaine prochaine, en fait, on va récolter des cadeaux. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de cadeaux pour Noël. Et qu'à chaque fois, c'est les associations pour les enfants, en général les hôpitaux et tout ça. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont besoin de cadeaux, mais aussi les adultes. Et il y en a qui n'ont vraiment pas de... Donc voilà, si vous avez des petites choses à donner, on a mis un petit panier qu'on pourra après donner aux associations pour les adultes. Voilà. Vous avez une question? Non, mais c'est juste que nous, à l'atelier, on a mis un truc en place et en fait, on s'est rendu compte que c'était super simple parce qu'on se dit que nous, on peut faire, mais qu'en face, si on ne nous répond pas positivement, on va se retrouver face à un mur, on ne sert à rien. Et en fait, on a mis en place une sorte de kit de l'arrivant. Donc, c'est une barquette en inox avec une petite gourde dans l'inox. Et c'est quoi? Et la petite tasse en inox. Donc, en fait, on est 0 barquette. On a demandé aux collaborateurs de l'atelier d'être 0 barquette. Alors, on y arrive progressivement à jouer le jeu parce qu'on a un sujet micro-ondes et que l'inox, ça ne va pas dans le micro-ondes. Ah oui. Donc, mais on va y arriver. T'achètes une assiette. Mais on a des assiettes. Bon, okay. Mais du coup, première question, c'est oui, mais un mec, quand je vais chercher mon Pokéball, on me donne notre... Bah oui, mais au Pokéball, tu leur as demandé, on a fait la liste justement de tous les restaurants. Des restaurateurs chez qui on allait chercher nos barquettes. Et je pense qu'on doit avoir 99,9% des restaurateurs qui nous ont dit bah non, on a pris vos boîtes. Donc il y a ça aussi. Il y a parfois peut-être qu'il faut le faire parce qu'en fait en face je pense qu'ils ont aussi des intérêts aussi à limiter ces choses-là, donc en fait on ne se rend pas compte que tous on est concernés et que... Mais sans parler que restauration, enfin moi il y a plein de choses. Je passais à Cité des Arts, ils avaient des grandes planches en bois avec des artistes qui faisaient des graffitis et tout ça, et j'ai vu ces planches et j'ai dit mais ok, je suis sortie de là 5 minutes, j'ai rappelé le directeur, j'ai dit bah, attends, qu'est-ce que tu fais de tes planches? Il me dit oui, c'est réutilisé et tout ça. Non, on va faire en fait une exposition, on va les vendre, tu vas récupérer de l'argent pour pouvoir racheter des planches, de la peinture et tout. Il m'a dit, mais enfin voilà, c'est dans tous les domaines en fait. Tout à l'heure, on parlait des coûts, mais en fait, il y a des fois, ça ne coûtera rien. C'est juste mettre en place, trouver peut-être la personne effectivement au niveau humain qui va prendre tout ça, qui va prendre en charge. Mais des fois, c'est juste se dire, qu'est-ce que j'en ferai? Il ne faut pas que ce soit perdu. C'est plein de petites choses, en fait. Ok. On a atteint l'heure, je crois. On va rester sur cette note positive. Du coup, c'est chouette. Merci pour les témoignages. On aurait pu... Enfin, voilà, c'est la RSE. Épisode 1, on aura le temps